Salut à tous, bienvenue chez The Upset Media. Aujourd'hui, nouvelle interview. J'ai le plaisir d'accueillir un homme qui a préféré prendre la direction du Japon pour continuer sa carrière. J'ai le plaisir d'introduire Monsieur Yanis Morin. Yanis, comment ça va? Bonjour, ça va très bien, je suis vraiment ravi d'être avec vous. Bah, ça nous fait extrêmement plaisir. Bon, comme je l'ai dit, il y a 7 heures de décalage avec nous. Tu as choisi de continuer ta carrière au Japon. Parle-nous de cette signature un petit peu quand même. Alors, tout s'est fait avec du temps et beaucoup de vitesse aussi en même temps. Mon agent, il avait déjà reçu en fait des propositions dès la fin du championnat de France, où j'avais déjà donné mon accord pour rejoindre l'équipe de Murcia. Donc, j'ai préféré dans un premier temps attendre et me concentrer sur mes playoffs que j'avais à faire, et ensuite revenir sur cette position après les finales. Ok. Du coup, ce choix de partir du côté du Japon, donc tu as signé à Akita, qui, si je me trompe pas, est dans le nord du Japon. Euh, voilà, comment ça s'est fait? Comment Yanis Morin était sur les radars d'une équipe japonaise comme ça? Alors, il faut savoir que Akita était très on va dire pas intense, mais très présent dans leurs offres qu'ils m'ont fait. Ils m'ont fait 4 propositions au total. Je n'ai jamais été reçu autant de plaisir venant d'une équipe où le côté humain s'est vraiment mis de l'avant, où c'est ça qui a fait tourner la balance de son côté, où j'ai vraiment senti ce désir venant du coach du côté humain du joueur que je suis pour faire son maximum pour m'avoir et de mettre à disposition le maximum de choses pour m'aider moi et ma femme à avoir toutes les dispositions possibles pour nous sentir confortables ici. Ok. Euh, Tu pars donc avec un projet qui donc t'a intéressé, où le club t'a montré beaucoup d'importance, d'envie, mais c'est aussi arrivé dans un championnat qui est encore méconnu pour beaucoup de monde, mais qui a envie de grandir, de se développer. On le voit, il y a eu en plus de toi beaucoup de signatures, on y reviendra. Mais du coup, qu'est-ce qui t'a attiré toi dans ce championnat pour dire, OK, bah le club me veut, ils m'ont fait beaucoup de propositions, ils montrent de l'intérêt. Mais il y a aussi donc ce championnat qui se développe. Qu'est-ce qui t'a attiré aussi dans ce basket-là? En fait, il faut savoir que on le dit aussi de basket français quand on parle du Japon, c'est une ligue de big men. C'est une ligue où majoritairement, en fait, les équipes recrutent les intérieurs, poste 4 et poste 5. Et donc, voyons les noms des gens qui sont dans ce championnat. J'ai des anciens coéquipiers à moi qui sont ici. Euh, on voit très bien que ce sont des gens qui ont un très bon niveau. Beaucoup d'entre eux ont joué en Euroleague ou anciens jouent en NBA. Et je le vois comme un challenge. Et c'est quelque chose qui, je pense, qui peut me faire progresser encore personnellement, individuellement parlant, sur mon basket. Donc, je le vois comme un challenge et qui est une grosse opportunité de m'évoluer. Ok, donc vraiment comme une idée de progression. On l'a dit, il y a eu pas mal de noms. Je vais en citer quelques-uns. Il y a Yuta Watanabe qui lui est une véritable star pour être revenu dans son pays natal. David Nwaba qu'on a vu en Eurocup l'année dernière. Mike Kotsar, Johannes Thiemann, des noms voilà, qu'on connaît de l'Euroleague. Euh, Est-ce que toi, tu as déjà ressenti cette envie de la B-League de se développer et de se marquer le pas pour s'implanter sur la scène du basket? Alors, oui, déjà, il faut savoir qu'ils cherchent encore à s'évoluer. Ça a été annoncé officiellement de la saison prochaine. En fait, la B-League va devenir la B-League première, où ils vont faire encore une ligue encore plus élitiste par rapport au pays. Et dès l'année prochaine encore, les clubs vont encore s'augmenter. Je pense qu'au niveau budget, ça va aussi augmenter. Le nombre d'étrangers va augmenter. Et donc, je pense que le niveau global encore des équipes va augmenter. Donc, c'est particulièrement, ils essaient de concurrencer à long terme les grandes équipes européennes, les grands championnats. Ok, carrément, super. Euh, Comme tu as pu le voir, on a oublié sciemment un joueur, Cocorico, c'est Damien Inglis qui lui aussi a rejoint le championnat japonais. Vous avez pas mal de choses en commun. Vous avez connu Rohan, les États-Unis, l'Espagne, maintenant le Japon. Est-ce que durant ce processus de signature cet été, etc., vous en avez parlé en amont?
peut-être que vous connaissez, ou est-ce que maintenant que vous y êtes, vous en parlez aussi tous les deux? Alors, Dani et moi, à la base, on se connaît depuis l'INSEP. On a été à l'INSEP aussi ensemble, donc depuis les années lycée. Et il m'a contacté avant d'avoir signé à l'IPOAMA pour avoir mon aperçu de ce qui se passait, de mon expérience, ma petite expérience que j'ai déjà de d'Akita et du Japon. Et puis, à part ça, on se tient un petit peu au courant, mais on a, on n'a pas de soucis, on s'entend très bien et chacun fait sa carrière pour l'instant. Mais je pense que quand on va jouer l'un contre l'autre, on va se reprendre des nouvelles. Ouais, j'ai regardé le calendrier forcément, j'ai vu que vous jouiez au mois d'avril sur 2 jours là, donc ça peut être un bon petit moment et j'ai hâte de voir ça. Euh, Maintenant que Donc, tu es là, oui, dis-moi. je suis vraiment très content qu'il soit ici. Je pense que c'est un endroit où il va se plaire et vraiment s'épanouir ici. Ok, bah en tout cas on lui souhaite, au vu de ce qu'il a montré avec Valence l'année dernière, ça peut être cool. Maintenant que t'es un petit peu là-bas, est-ce qu'il y a des choses qui te manquent par rapport à la France ou à l'Europe? Hmm. Je dirais les vêtements de grande taille, les chaussures aussi. On ne dirait pas, mais c'est vraiment très compliqué. Vraiment très compliqué dans la vie de tous les jours de trouver des choses à se faire ici. Ok, ouais, j'imagine, oui, c'est vrai que là, tu dois un petit peu détonner par ta taille. Et est-ce qu'il y a quelque chose que tu as découvert que tu ne connaissais pas qui te plaît beaucoup dans la vie de tous les jours au Japon? Connaissais pas vraiment, mais je dirais que ici, en fait, dans leur culture, ce sont des gens qui sont vraiment très, comment dire, ils, ils accueillent vraiment bien les gens. Ils sont très polis. Tout est vraiment très propre et très ordonné. Et c'est une vraie qualité qui mérite d'être reconnue. Ok, d'accord. Est-ce que le Japon, c'était un pays qui t'attirait peut-être par tes goûts? Je sais pas, t'es peut-être quelqu'un qui aime les mangas, qui en lisait, etc. Est-ce que c'est un pays que tu connaissais, enfin, qui t'intéressait déjà? Alors, dès mon plus jeune âge, j'ai été bercé dans les mangas comme beaucoup d'autres Français, donc j'ai été rapidement attiré vers la culture japonaise. C'est un endroit que j'ai toujours rêvé d'aller, même si ce n'était que pour des vacances. Et donc oui, ça m'a toujours attiré. Et ça aussi fait partie de son choix de mon choix de pourquoi aussi j'ai signé ici. Ok. Et du coup, qu'est-ce que tu connaissais surtout du basket japonais? Alors, on imagine tous que tu as peut-être regardé le France-Japon cet été au JO et comme beaucoup, tu as été surpris. Mais est-ce que au-delà de ça, tu connaissais le basket japonais et peut-être aussi la B-League? Alors, j'ai été en équipe de France jeune où j'ai eu l'occasion d'affronter l'équipe nationale du Japon deux fois en jeune. Et à l'époque, déjà, ça m'avait déjà beaucoup choqué par rapport au fait que pendant 40 minutes, ce sont des gens qui vont se donner à fond sur le terrain, mais d'une qualité vraiment qui nous avait marqué à nous, les joueurs de l'équipe, je me souviens. Mais c'était leur force. Leur force, c'est qu'ils abandonnaient jamais et que jusqu'à l'arraché, ils pouvaient prendre des victoires comme ça. Et c'était une grosse qualité qu'ils avaient, c'était leur dangerosité. Ils avaient failli nous battre comme ça. Et je me souviens que justement, leur niveau de mental était une très vraie force chez eux. Aujourd'hui, ça s'est vu avec les Jeux Olympiques, le match que la France a fait, et où on voit vraiment que l'équipe du Japon élevé son niveau au celui de la France et il mérite tout le respect qu'il doit avoir à ne pas prendre cette équipe à la légère. Et il le montrait encore qu'il pouvait prendre la France qui a fait finale des Jeux Olympiques, il pouvait se montrer à ce niveau-là. Donc pour moi, c'est une grosse nation de basket qui se développe et qui a de très grandes ambitions et qui sont sur le bon chemin. On met souvent en avant la qualité des infrastructures, leur public. On sait que en Asie, le basket est vraiment coté. Tu viens d'en parler aussi. Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà remarqué? Tu as fait 2 matchs, je crois, de championnat. Est-ce que tu as ressenti cette ferveur que le public peut avoir pour le basket? Alors oui, déjà, il y a beaucoup de choses qu'on a de très différents en Europe. Je vais dire, parce qu'on a eu pour l'instant officiellement qu'un match à l'extérieur, mais quand on joue chez une équipe à l'extérieur, ou à domicile, c'est pareil aussi de ce que j'ai vu, tout le public se met aux couleurs du club. Que si un club joue en rouge, tout le public est rouge. Et ça, c'est 5 à 7 000 personnes. Les 7 000 personnes sont toutes de la même couleur. Et c'est quelque chose qui se remarque très bien par rapport à ce que j'ai l'habitude de voir, par rapport au match que j'ai fait.
on dirait un match de playoff en fait. Donc, c'est un simple match. Ce sont des gens qui sont très liés à leur club. Ici, par exemple, Akita a une très grosse fanbase où les clubs font au maximum pour nous mettre en contact avec eux. Et on sent vraiment que c'est ce qui fait vibrer les équipes où le public pousse vraiment tout au long du match. Ok, t'en parlais, les fans sont assez présents, on essaye de vous mettre en contact avec eux. Justement, est-ce que tu as déjà pu rencontrer les fans de ton club? Est-ce que tu as déjà pu interagir avec eux? Alors, nous avons eu quelques événements avec eux, justement, où bien sûr, ils ont pu s'approcher, échanger des photos, comme font tous les clubs, entre guillemets. Mais à ma signature, à mon arrivée, c'est quelque chose qu'on m'a souligné. On m'a dit, tu verras, le premier match à domicile, c'est quelque chose. Akita, c'est vraiment connu en Billy pour être une grosse équipe sur sa fanbase et des fans qui poussent vraiment son équipe à remporter les matchs. Donc, à voir maintenant, j'ai hâte de le découvrir. On verra d'ici 2 semaines maintenant. 2 semaines environ. Ok. Euh, Comment est ton japonais? Est-ce que tu as prévu de prendre des cours pour justement t'intégrer un petit peu plus? Est-ce que tu as des notions ou est-ce que, ouais, comme je te dis, est-ce que c'est prévu de prendre des cours? Alors, je pense que depuis mon arrivée, il n'y a pas un jour où je n'apprends pas de nouveaux mots. Je suis parti d'une base de, entre guillemets, presque zéro, notion connaisseur de manga. Et j'apprends petit à petit. J'ai demandé à mon professeur que je vais voir avec ma femme. On va travailler dessus pour apprendre. Et ce sera toujours un plus pour nous. Ouais, carrément. Justement, tu parles de ta femme. Qu'est-ce qu'a dit ta famille quand tu leur as expliqué que bah, tu avais une opportunité d'aller jouer au Japon et que tu allais signer là-bas? Alors, moi, je suis parti de la Martinique très jeune. Donc, pour eux, c'est normal de me savoir loin, de loin par rapport à ça. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de chance. C'est que j'ai ma femme auprès de moi, avec qui je peux construire ma famille. Et c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi. Et se sentir à l'aise et épanoui dans sa vie et fait de soi qu'on puisse donner le meilleur de nous-mêmes sur le terrain. Ok, donc pour eux, c'était un choix de carrière, c'était plutôt normal, ils ont l'habitude, comme tu dis. Ok. C'est ça. Et je suis très bien. On va dire que je suis bien entouré. Bon, parfait, c'est le plus important. Comment tu peux évaluer le niveau de la B-League par rapport à ce que tu as connu? Qu'est-ce que, si tu devais faire un comparatif par rapport peut-être à la France ou ouais, à l'Espagne, quel niveau tu penses qu'il a ce championnat? Alors, bien sûr, je dirais que ça dépend des équipes parce que pour moi, il y a des équipes de Coupe d'Europe et non. Mais je dirais que globalement, c'est un championnat, on ne dirait pas, mais vraiment très physique. Les arbitres tolèrent beaucoup de contacts et ce qui rend vraiment beaucoup plus difficile, par exemple, pour moi qui ne suis pas quelqu'un de très dominant physiquement, il tolère beaucoup les contacts et ça a ses propres difficultés qui sont vraiment différentes du basket européen. Et c'est quelque chose à connaître, c'est une bonne expérience à connaître et qui, justement, je pense, renforce chaque joueur à être meilleur. Ok. Explique-nous un petit peu le championnat. Alors, j'ai regardé votre calendrier et c'est très particulier parce qu'il y a des espèces de matchs aller-retour où vous jouez deux fois la même équipe en 2 jours, puis une équipe un petit peu random, puis de nouveau deux fois la même équipe. Explique-nous un petit peu le championnat. En fait, à la base, bon, c'est un peu compliqué à dire comme ça, le championnat est constitué de 24 équipes. Ces 24 équipes sont divisées en trois conférences où, en fait, les équipes de la même conférence vont se jouer en aller-retour, euh, une fois à domicile, une fois à l'extérieur. Et toutes les autres équipes, enfin presque toutes les autres équipes, on les joue une fois. Enfin, une fois. Chaque match se passe en back-to-back. C'est-à-dire que c'est un match en aller, enfin, deux matchs à la suite, vendredi et samedi, les week-ends. Et donc, les équipes de ma conférence, je vais les jouer à domicile et à l'extérieur. Et les autres conférences, on va les jouer soit à domicile, soit à l'extérieur, mais une seule fois. Ce qui est particulier, c'est pour la qualification pour les playoffs. Les deux premiers qualifiés des conférences vont en playoffs, par ces équipes. Et seulement les deux meilleures équipes classées troisième seront qualifiées pour les playoffs. Donc, il y a beaucoup d'équipes et au final, on n'a même pas le temps de jouer contre tout le monde en aller-retour au final.
Donc, je pense qu'ils ont voulu dispatcher pour qu'il y ait un maximum de matchs qui se fassent contre des équipes différentes. Il fait un total de 60 matchs pour la saison avant les playoffs. Et donc, ils font environ 36-38 victoires pour être sûr de qualifier quelque chose comme ça environ. Ouais, donc ça fait une saison assez costaud, assez condensée. Et au niveau des playoffs, on est sur un format classique 1-8, des choses comme ça, ou c'est encore... c'est ça? Et euh, je crois que même que les équipes de la même conférence s'affrontent en quart de finale. C'est quelque chose que je dois voir après, mais j'ai pas encore les vraies notifications par rapport à ça. Ok. Bon, ça fait une petite saison NBA, quoi. À peu près au niveau des matchs, ça peut amener un petit 82 matchs. Pour des matchs en back-to-back, on n'a pas l'habitude de ça en Europe. On a l'habitude de voir un match, deux matchs par semaine avec des jours séparés. Donc ça demande quand même une condition assez particulière. Et ici, j'ai dû faire beaucoup de cardio pour me mettre en forme pour tenir les deux matchs à la suite. Et je pense que c'est un vrai challenge et original comme compétition. Ouais, carrément. Mais justement, ça me permet de rebondir. Là, tu parles du cardio. Euh, les physiques sont plutôt petits, mais ça court tout le temps. Tu parlais d'intensité. Euh, est-ce que tu as mis beaucoup l'accent sur ça pendant la prépa? Est-ce que même les clubs vous préparent à mort à courir? Vous faites de la piste, de la piste, de la piste ou des entraînements en salle avec beaucoup de cardio? Parce que, comme tu le dis, une petite saison NBA à 80 matchs où il y a de l'intensité comme ça, où vous faites des back-to-back pour le championnat, ça, c'est une vraie, vraie condition. Enfin, c'est quelque chose de précis qu'il faut avoir comme prépa. Euh, En fait, c'est assez particulier parce que je ne sais pas comment ça se débrouille, ça se passe ailleurs. Nous, on n'a fait que de la salle. Nous avons un préparateur physique à disposition par rapport à ça, avec qui j'ai mes séances de muscu. Ça s'est vraiment rapproché de ce qu'on fait, ce que j'ai connu moi aux États-Unis, avec la D'accord. précédente au Oklahoma City, où en fait il y a une seule session par jour, mais les sessions elles sont très longues. Je pars à la salle, je vais dire une bêtise, à 9 heures du matin, je reviens à 14 h 15 h où en fait on complète avec muscu, entraînement, enfin, muscu, shooting, entraînement, après entraînement, les workouts. Les journées sont longues et je pense que ça travaille sur l'endurance. Après, on a eu beaucoup de matchs à la suite de préparation où carrément on a eu 3 matchs en 3 jours, 3 semaines de suite. Ok. Et donc, ça se fait, on s'habitue. Je pars pas d'une base de zéro, je pars d'une base où je suis déjà un sportif professionnel. On s'habitue, ce n'est pas quelque chose de commun qu'on a l'habitude de faire, mais au bout d'un moment, ça passe. Ok. Euh, comment tu te sens dans ta nouvelle équipe là, après les premiers matchs? Comment tu te sens? Tes petites habitudes là, qu'est-ce que te demande ton coach de jouer comme tu as l'habitude? Est-ce qu'il t'a demandé un rôle particulier? Après ces premiers matchs, comment tu te sens? Alors, je me sens bien. Je me sens bien. Je suis vraiment poussé par mes coéquipiers pour être meilleur. Le coach aussi me pousse, m'encourage. C'est quelque chose qui fait beaucoup de bien mentalement. Je pense que je suis un joueur assez sensible à ça. Euh, Ici, en fait, les équipes ont besoin vraiment de leurs joueurs étrangers pour marquer une différence sur le terrain. Donc, on a beaucoup de responsabilités et nous devons être tous un très gros point de fixation, je trouve. Et c'est quelque chose de très important que je n'avais pas forcément l'habitude. Ça me force moi-même à m'améliorer et entre mes qualités et ma vision de jeu. Et c'est quelque chose que je trouve vraiment intéressant et différent de ce que j'ai l'habitude de faire. Ok. Euh, parle-nous en quelques mots de ta nouvelle équipe. Le style du coach, ce qu'il veut développer comme jeu avec vous, même tes coéquipiers. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, le coach. Déjà, le style, nous avons un style, le coach nous demande d'avoir un style où on met beaucoup de pression défensive. Forcer l'adversaire à faire des pertes de balles, des mauvais choix, des mauvais tirs, pour favoriser un maximum de jeux rapides. Pour lui, ce sont les paniers les plus faciles à avoir, donc pousser l'équipe vers ça. On a une équipe très très jeune et où lui, personnellement, essaie de développer ses joueurs locaux. C'est un entraîneur qui met l'accent sur ça. Et derrière ça, on a deux, trois joueurs, entre guillemets, d'expérience qui essaient un maximum d'encourager les jeunes et de les former pour s'améliorer. On a beaucoup de potentiel et je suis persuadé qu'on peut réussir. Je suis vraiment bon avec ça.
Ok, j'ai cru apercevoir que la saison dernière, le bilan était à peu près équilibré, il me semble. Donc ça tend à peut-être aller gratter encore plus de victoires cette saison avec tout ça. On te connaissait ton niveau pour te voir évoluer en France depuis un petit moment. Tu as aussi participé au playoff ACB jusqu'en finale avec Murcia. Euh, Si on doit faire un petit retour en arrière sur ta saison passée, comment tu as vécu cette saison un petit peu aux deux visages, avec Roanne en difficulté, qui a fini par être relégué, et Murcia, qui était finaliste d'un championnat très coté comme celui de l'Espagne? Alors, ça n'a pas été facile du tout, car la descente avec Juan, je l'ai vraiment vécu comme un échec. Quelque chose que vraiment je n'espérais pas qu'il arrive dans ma carrière. Et donc, j'ai reçu en fait la proposition de me comme un second souffle où j'avais l'opportunité de me reprendre personnellement, où je me suis vraiment tout donné pour cette équipe de Murcie, pour essayer de m'adapter en peu de temps que j'avais, 48 heures, hein, pour m'améliorer le plus vite possible, apprendre des plays. C'était vraiment pas facile pour moi. Mais au final, j'ai réussi. J'ai réussi. Je pense que ça m'a aidé à passer un cap, même, à montrer aussi vraiment que je peux me montrer comme étant un vrai bon joueur. Et ça m'a vraiment fait qu'on gagne confiance en moi, tout ça. Justement, mentalement, il fallait avoir une sacrée force de caractère pour vivre autant de choses. Tu l'as dit, s'adapter en quelques heures, débarquer dans un club que tu connais pas, avec des ambitions. Est-ce que c'est quelque chose que tu travaillais déjà, le côté mental de ton boulot? Alors, à la base, j'avais déjà commencé il y a quelques années à travailler avec des préparateurs mentaux pour me préparer sur les matchs. Mais j'ai vraiment eu la rencontre avec ma femme qui a été un vrai game changer pour moi. Où en fait, elle m'a compris dès le début. Elle m'a forgé une mentalité, me mettre de mes vrais objectifs, entre guillemets. Et vraiment, c'est la personne que je dois remercier aujourd'hui pour qu'il m'a aidé à me pousser vers le haut et me donner vers le haut. Ok, cool. Si on en croit certains articles autour de ta signature au Japon, il y avait quand même pas mal de clubs, notamment espagnols, qui étaient intéressés. Est-ce que tu as eu des vraies touches en plus d'Akita? Des propositions, j'en ai eu. J'en ai eu, euh, mais pour moi, personnellement, sur le plan humain et professionnel, aucune ne s'est montrée au niveau de l'État. Ok, c'est quelque chose, un mot que tu as employé souvent là depuis le début, c'est ce côté humain. Pour toi, c'est fondamental dans une relation quand tu dois signer quelque part? Pas forcément, mais c'est quelque chose pour moi comment dire, qui s'est montré différent. Et aujourd'hui, je suis sur ma 13e compétition professionnelle et je pense que jamais personne ne s'est montré aussi avenant sur le côté, OK, on te veut en tant que joueur, mais on veut te mettre bien, à l'aise, que tu ne manques de rien, que s'il y a un souci, que tu saches qu'on est là à côté. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment touché. Ok. Et est-ce que dans ces propositions, on va commencer à faire la transition, est-ce que tu avais des opportunités pour jouer dans des clubs européens, on va dire BCL, Eurocup, Euroleague? T'es pas obligé de Alors, dévoiler le nom, hein, si c'est pas possible, hein. ben, je sais pas si c'est pas possible, donc on va éviter je vais dire aucun nom, mais en fait, déjà de base, je n'ai jamais eu, même de ma carrière, aucune proposition d'Euroleague. J'ai eu des équipes d'Eurocup, de BCL qui se sont approchées de moi, mais comme je l'ai dit, personne ne s'est montré du niveau d'Akita pour rapport à ça. Ok, parfait. Bon bah du coup, transition toute faite. Chez Upset, on parle d'Euroleague toute la saison. On couvre la saison Euroleague, ça fait notre quatrième année là qu'on va couvrir l'Euroleague. Est-ce que quand même, dans un coin de ta tête, il y a un objectif de se dire, ah, si un jour je peux jouer cette compétition, ça peut être cool quand même. Bien sûr, j'ai fait quasiment toute ma carrière en Europe, donc j'ai toujours eu cet objectif-là. Maintenant, je sais que j'ai 31 ans et j'ai compris qu'aujourd'hui, que l'Euroleague n'est pas forcément la seule et unique compétition pour être, pour se sentir accompli au niveau de sa carrière.
Ok. Est-ce que tu vas quand même suivre la saison depuis le Japon? Alors, je suis là. Je suis les résultats, les matchs sur les autres, bien par rapport à moi, mais ils ont le décalage. Mais je suis les résultats du championnat de France et de l'Euroleague. Et même de la Pro B. Donc, je suis. Ok. Est-ce que tu es quelqu'un t'aimes le basket au-delà d'y jouer, d'en avoir fait ton métier? Est-ce que tu es consommateur déjà de basket? Ah oui, j'ai grandi en voyant quelqu'un jouer devant moi. La chance d'être en Martinique étant de bons fuseaux horaires, donc ça passait à la bonne horaire. Mais oui, je suis un vrai grand fan de basket. Ok. Et qu'est-ce que tu penses de l'évolution de l'Euroleague justement qui, bah, à son niveau à elle, a bien fonctionné cet été avec des énormes signatures. On a eu notamment le retour d'Evan du côté de l'Olympiakos. Qu'est-ce que tu penses de cette évolution? Moi, je pense que c'est quelque chose qui en a besoin et qui est aussi normal. Il y a des cycles où on voit que pendant certaines années, il y a beaucoup plus de recrutement que d'autres. Et l'Euroleague, comme toute ligue au monde, essaie de se perfectionner année après année. Et je pense que c'est quelque chose d'excellent. Ça va augmenter encore la visibilité de l'Euroleague. Les gens vont plus suivre, les Français vont plus regarder. C'est notre objectif aussi à nous, les Français. Et c'est qu'un plus pour le basket, même mondial et pas que européen. Ouais, c'est ce que nous expliquait récemment. On a reçu Pierrick Poupé, le coach de l'Asvel, qui nous disait que au-delà de l'Euroleague, c'était plus un développement global du basket et qui faisait du bien finalement. Tu rejoins cette idée du coup. Ça fait du bien, c'est du basket sous les règles FIBA, donc tout le monde s'y retrouve. Et c'est beaucoup plus facile aussi de comparer les joueurs, les équipes par rapport à ça. On peut pas dire, ouais, les règles elles sont différentes. On part sur tous d'une même base où le niveau global de cette base augmente. Et année après année, génération après année, c'est une beauté de voir ça. On va parler de deux de tes anciens coéquipiers. Je vais prendre le premier, celui que tu as croisé à la SIG, c'est Bonzi Colson. Quand tu l'as connu à la SIG, je me souviens, il avait été très fort en BCL. Mais comment tu juges un petit peu son évolution? Maintenant, on peut considérer que c'est un petit peu un des meilleurs postes 4 d'Europe. Euh, Comment tu vois son évolution? Sincèrement, de ce que j'ai connu, en plus d'être MVP de BC, il a fait aussi LNB. Il est là où il doit être, je pense, aujourd'hui. Euh, j'ai vu Bonzi dominer clairement presque toutes les équipes qu'on a affrontées. Aujourd'hui, le fait qu'il soit l'un des meilleurs postes 4 d'Europe est une normalité. C'est quelqu'un en qui je ne doute pas de son niveau et de ce qu'il peut apporter une équipe et il fait vraiment partie de la crème de l'Europe aujourd'hui. Je suis vraiment très content pour lui. Donc le voir arriver au Fenerbahçe sous Jasikevičius, pour toi, c'est presque une évidence, quoi. Et franchement, j'ai regardé ses matchs de l'année dernière, je me disais, mais en fait, il fait exactement ce que j'ai connu à la CIG. Et il continue à faire la photocopie de ce qu'il faisait les années d'avant. Ok. Il y en a un autre qui se débrouille plutôt pas mal, hein, pour être plutôt mignon. Tu l'as côtoyé à Denain, c'est Isaiah Cordigné. Il avait 19 ans, t'étais pas beaucoup plus vieux, hein, mais un petit peu. Euh, Qu'est-ce que tu penses là aussi de son évolution? Alors, il a éclaté un petit peu aux yeux de tout le monde au JO, mais il avait déjà fait une très bonne saison du côté de la Virtus. Il continue de performer. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, Isaiah, je l'ai recroisé dernièrement, juste avant les JO, où on a pu discuter. J'ai toujours été serein par rapport au potentiel de là où il arrivera. C'est quelqu'un qui a toujours eu ses objectifs personnels très discrets, mais je sais qu'aujourd'hui, qu'il est capable de faire les mêmes choses qu'il a fait en équipe de force, de nous montrer qu'il est capable d'atteindre le plus haut des niveaux. Je dirais que aujourd'hui, où il est, comment dire, en étant beaucoup plus régulier, il pourra se montrer comme étant parmi justement l'élite. Et je pense que c'est ce qui lui montre aujourd'hui. Il a les capacités de le faire, et je suis convaincu. Il le fera. Maintenant, il faut qu'il soit juste beaucoup plus régulier dans ce cas-là. C'est déjà tout. Ok, donc on a hâte déjà qu'on se régale beaucoup avec Isaiah, à qui je passe le bonjour parce qu'il nous avait accordé une interview, c'était vraiment excellent. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce potentiel atteint comme tu nous le décris. Chez Upset, on a une petite tradition avec nos invités, c'est de proposer un 5 majeur en t'incluant dedans, avec des joueurs que tu as croisés dans ta carrière, qui t'ont fait kiffer, ou des amis, des gens qui t'ont impressionné. Mais voilà, c'est un 5 majeur. Alors il y en a qui se tentent à faire un roster complet, parce qu'ils veulent vexer personne.
Mais sinon, on propose un 5 majeur. Ah oui, il y en a, on les a mis à mal, hein. Vraiment, la dernière fois, quand on a posé la question à certains joueurs, ils nous ont dit si je dis pas un roster complet, je vais me faire taper dessus. Donc voilà, c'est soit tu as un 5 majeur, soit si tu as beaucoup de monde à citer, tu peux faire un roster complet. Alors, je vais pas faire de roster complet parce qu'il sera beaucoup trop complet et de place. Donc, je vais faire un roster déjà français. Déjà français parce que ce sont globalement les Français avec qui j'ai eu le plus d'affinités au long de ma carrière. Et ouais, on va faire ça comme ça. Donc, en un, je vais mettre JB Maille, avec qui, le joueur avec qui j'ai joué le plus longtemps de ma carrière. J'ai eu 3 ans total avec lui, au Challenger c'est Strasbourg. Si je le mettais pas, par exemple, j'étais mort. Surtout quand on l'a interviewé, on a encore le contact. Attention, j'aurais pu aller le titiller. En deux, je vais mettre Gaylord Curier. Ok, Et Gaylord Curier, avec qui j'ai joué à Strasbourg, en fait, même en jouant contre lui en étant une équipe jeune, j'ai toujours trouvé que c'était un joueur incroyable, athlétiquement parlant, comme au niveau de son tir, et que pour moi, il mérite beaucoup plus que ce qu'il a, que les équipes dans lesquelles il a été lors de sa carrière. En trois, je vais mettre William Howard. ok, Euh, William, c'est mon ami depuis presque toujours. C'était mon roommate à l'INSEP, c'est quelqu'un de qui je n'ai jamais arrêté de parler. Je suis, pour moi, c'est un petit peu un joueur sous-coté. Il est capable d'être vraiment excellent, mais dans peu importe l'équipe dans laquelle il joue. Et je sais que peu importe l'équipe dans laquelle il jouera toujours du même niveau. Et c'est une qualité que je trouve que très peu de personnes arrivent à voir, mais que moi, je crois en lui, je sais qu'il est capable quand il reviendra en NBA. En fait, quand il reviendra dans le monde professionnel du basket, parce que je sais qu'il va revenir, qu'il va continuer à faire les mêmes choses qu'il faisait avant. Je serais vraiment très content pour lui. Je vais me mettre en 4 à cause du poste 5. ok. 4, j'ai joué 4 à l'époque où je jouais avec Isaiah, j'ai joué 4 encore. Donc je vais me mettre en 4. Il y a un poste 5. Je vais mettre Joe Passage Ducté. Joe Passage D'accord. qui, mes 2 années à Reims, ça a été vraiment comme un grand frère pour moi. Il m'a toujours bien conseillé, aidé à donner le meilleur de moi-même. C'était un vrai frère sur le terrain. Ok, bah ça fait un joli roster. Et puis alors, par contre, je vais te dire un truc. Moi, il me fait plaisir ce roster parce que tous tes coéquipiers sont passés par Limoges. Je suis Limougeot. Donc, du coup, c'est que des garçons que j'ai vu passer du côté de Beaublanc. Et j'y vois peut-être un signe. Mais peut-être qu'un jour, il en manque un dans ce roster qui n'a pas joué à Limoges chez toi. Donc, peut-être qu'un jour, tu seras le bienvenu du côté de Limoges. Ce sera avec plaisir. Mais en tout cas, très joli roster. Est-ce que tu aurais un coach comme ça de tête si jamais pour diriger cette belle équipe-là? Un coach, ah, intéressant. J'aurais mis Jean-Christophe Pratt. Ok, Jean-Christophe Pratt avec qui j'étais à donner avec Isaiah. C'est quelqu'un qui est, justement, parlant des coachs, le côté humain, c'est l'un des coachs qui mettait ça le plus en avant et qui, qui m'avait marqué par rapport à ça. ok, intéressant. Si je me trompe pas, il est du côté de Gravelines maintenant. Si, ouais, c'est ça. Ok. Bon, ben, un très beau roster, de quoi passer des bons petits moments ensemble. Yanis, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'année, pour la suite de ton aventure? Ah ben, déjà, d'aller en playoff, ce serait une première. Mais oui, de faire une excellente année personnelle, comme au niveau de l'équipe, remporter un maximum de matchs et de continuer ma carrière et de continuer à m'élancer aussi loin que possible. Ok, ben on te souhaite avec grand plaisir tout ça. Merci de m'avoir accompagné, merci de nous avoir accordé ce petit entretien. On sait que vos calendriers sont fous, vous avez des journées à rallonge. Donc merci vraiment et sincèrement de nous avoir accordé cet entretien. Et puis bah j'espère qu'on se dira à bientôt et qu'on se recroisera tout au long de la saison. Merci beaucoup. Ciao, ciao.